Salut, vous écoutez Conseil Immo by YouInvest, le podcast hebdomadaire pour les férus d'immobilier. Bonjour Françoise. Bonjour. Bienvenue sur Conseil Immo, le podcast. Alors avant qu'on commence, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Donc, je m'appelle Françoise de Smet, j'ai 49 ans et je suis donc la chef de groupe du PTB au Parlement bruxellois. D'accord. Une question que je pose à finalement tous les politiciens qui passent par le micro, mais pourquoi le PTB ? Finalement, quelles sont les valeurs que vous êtes la plus fière de représenter au quotidien ? Donc, nous, on veut principalement défendre les intérêts des travailleurs de notre société, puisque c'est eux qui produisent les richesses dans la société, donc c'est important qu'on défende leurs intérêts. Et si c'est la question du logement, pour nous, certainement à Bruxelles, elle est très importante parce qu'on voit que ça devient de plus en plus compliqué, que ce soit d'ailleurs pour les locataires, mais aussi pour les petits propriétaires, de pouvoir s'en sortir. Et on envisage vraiment le logement comme un droit fondamental. C'est la base d'avoir un toit au-dessus de sa tête, de pouvoir rentrer chez soi le soir où on se sent bien. Ça permet aussi de décompresser après le travail, etc. Donc c'est quelque chose de vraiment hyper important dans la vie des gens. Oui, que ça ne représente pas nécessairement une corde au cou pour n'importe quel ménage ou n'importe quelle personne seule. Ce que ça devient aujourd'hui, malheureusement. Oui, tout à fait. Bon, du coup, l'objectif de cet épisode, c'est évidemment de faire le tour de votre politique du logement pour la prochaine législature. Et on se concentre évidemment un petit peu plus sur la Wallonie et sur Bruxelles. Votre programme sur le logement, il se focalise dans un premier temps sur la rénovation. Vous le dites à très juste titre, finalement, il y aurait 99% des maisons qui devraient être rénovées et 94% des appartements pour atteindre les objectifs carbone d'ici 2050. Aujourd'hui, on est face à un système de primes et le PTB, il n'est pas tout à fait aligné avec ce système. Avant finalement de me parler de votre proposition, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi est-ce que vous êtes assez en contradiction avec le système mis en place ? D'abord, on trouve que ce sont des mesures qui sont antisociales, donc ça ne permet pas d'avoir un droit à la rénovation pour tous, qui soit accessible. Donc, c'est-à-dire que d'abord, les primes ne couvrent pas l'ensemble des travaux, et puis elles sont données après les travaux. Oui. Et donc, on a plusieurs petits propriétaires qui nous interpellent en disant, voilà, moi, en théorie, je devrais rénover mon toit. C'est une vieille bâtisse, et donc ça peut monter à 30 000, 40 000 euros. Donc les gens sont toujours surpris, mais c'est vrai que ça peut monter jusque-là. Et donc ça veut dire que vous devez avancer l'argent. Mais donc, et on n'a pas toujours 30 à 40 000 euros sur un... Exact, qui a 30 à 40 000 euros sur son compte épargne, qui peut mettre sur la table du jour au lendemain. Donc il y a énormément de ménages qui ne sont pas capables de faire ça. Et donc le gouvernement bruxellois a mis en place des obligations maintenant de rénovation, et en plus de sanctions et d'amendes, si vous ne faites pas les travaux. Mais donc, c'est la double peine. Vous n'avez déjà pas d'argent pour pouvoir rénover, et en plus, on va vous mettre des amendes. Donc, on est totalement contre ce système de sanctions. Et en plus de ça, c'est pas efficace, parce qu'aujourd'hui, on a un taux de rénovation de 1%. Il faudrait arriver à 3, je pense, il faut faire x3, x4 idéalement pour atteindre les objectifs. Et donc, tant qu'on va rester dans ce système de primes, ça ne va pas fonctionner. Et donc, on voit bien, par exemple, on a demandé où est-ce que les primes sont les plus demandées au niveau des communes. Et voilà, sans surprise, ce sont dans les communes où les revenus en moyenne sont plus élevés que les primes sont demandées. C'est logique, ce sont déjà les gens qui ont un certain capital qui peuvent se permettre de le faire, mais pas les autres. Et en termes de revenus, on a fait cette même recherche en se disant, tiens, c'est finalement des personnes qui sont dans des catégories de revenus de manière générale un peu plus élevées, ou on s'est cantonné aux communes ? Alors, on ne peut avoir les données qu'au niveau des communes, parce qu'il y a quand même un respect de la vie privée, évidemment. J'imagine. Mais on voit par exemple qu'à Uccle, il y a 3 fois plus de primes qui sont demandées que dans une commune comme Molenbeek. Or, c'est principalement dans le croissant pauvre aussi de Bruxelles qu'il y a le plus de rénovations à faire. Et donc là, on voit qu'on ne touche pas le public cible qu'il faudrait. En tout cas, les personnes qui auraient le plus besoin de ces primes. Que celles qui ont le plus besoin des primes. Et donc, c'est pour ça qu'on... Oui, du coup, c'est enchaîner on peut peut-être enchaîner. Du coup, vous proposez un système qui s'appelle le tiers payant. Vous savez expliquer ? Alors, on a été observer ce qui s'est passé en Allemagne. Et donc, un système de tiers investisseurs, ça veut dire qu'en Allemagne, ils ont par exemple mis en place une banque publique qui existe déjà depuis longtemps, mais qui permet du coup de pouvoir faire des investissements massifs. Donc l'État injecte de l'argent au départ dans cette banque publique. Cette banque publique permet de faire des prêts aux propriétaires, donc ils ne doivent pas avancer l'argent, c'est la banque qui prête. Et une fois que les travaux sont faits et que votre facture d'énergie a sacrément descendu parce que vous avez pu isoler votre maison, là, vous commencez à rembourser petit à petit la banque. D'accord, donc seulement une fois que les travaux ont terminé, seront terminés. Voilà. Et donc ça a permis, par exemple, entre 2006 et 2016, en Allemagne, de faire 4 millions de rénovations.
Donc, vous voyez le décalage par rapport à ce qu'on voit en Belgique et à Bruxelles et ce qu'ils ont pu faire en Allemagne. Bon, ils ont commencé assez tôt, finalement. Ils ont commencé plus tôt, c'est sûr, mais on trouve qu'on doit vraiment s'inspirer de ce système. Et alors, il y a une autre chose qui fonctionne beaucoup mieux aussi, c'est que les pouvoirs publics prennent en main aussi les rénovations par rue, par quartier. D'accord. Donc, l'autre problème du système de primes, c'est que c'est un système très individuel. Donc, chaque petit propriétaire doit faire les démarches lui-même. C'est super compliqué. Quand vous allez sur le site internet, il y a 42 primes différentes. Rénolution, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Oui, on est donc, d'accord. Et il n'y a pas suffisamment de moyens qui sont mis dans l'accompagnement. Mais en plus, c'est pas efficace. Donc, vous imaginez, chaque petit propriétaire doit chaque fois faire les démarches lui-même pour obtenir ses primes. Il n'est pas sûr de les avoir, ni quand. Et donc, le fait de pouvoir organiser ça par quartier, où il y aurait moyen de faire un audit global dans une rue entière, et on prévoit les travaux dans la rue entière. Et donc, ça, c'est pratique aussi. Économie d'échelle aussi, j'imagine. Économie d'échelle, tout à fait. Mais c'est pratique aussi, que ce soit pour le promoteur qui va s'occuper des travaux, que pour les architectes. Ils ont une vue, ils peuvent planifier les travaux à long terme. Pour les architectes, c'est bien aussi, parce que du coup, ils ont des garanties de rentrée de revenus aussi, parce que c'est organisé de manière planifiée. Et ce serait organisé par qui, alors? Ce serait organisé par un système privé, public, les deux? Alors, on plaide plutôt pour un système public, donc que ce soit vraiment... ça à voir. Hein. Est-ce que c'est à l'échelle des communes qu'on devrait avoir... donc, ce qu'on veut mettre en place, c'est aussi des brigades qui sont sur le terrain pour aider justement à organiser toutes ces rénovations. Mais en tout cas, en Allemagne, le fait que c'est les pouvoirs publics qui l'ont pris en main a été efficace. Okay, donc, on plaide plutôt pour ça. Et du coup, cette fameuse banque publique, donc c'est l'État qui prête, qui fait un prêt à ses propriétaires. Hein. Parce que on est d'accord, je pense que vous le mettiez dans votre programme, c'est quand même un budget qui serait estimé à 378 milliards d'euros pour atteindre finalement ce seuil de rénovation. Actuellement, le montant annuel, il est de 50 millions au niveau des primes, qui était apparemment déjà épuisé en avril. Donc, on se rend compte finalement que c'est clairement pas suffisant. Mais si on répartit sur 26 années, ça fait quand même 14,5 milliards d'euros par an. Donc, comment est-ce qu'on passe de 50 millions à 14,5 milliards. Donc, on multiplie par 290 ce budget prime versus tiers investisseur. Comment on s'en sort? Là, on voit effectivement qu'on a besoin de moyens beaucoup plus importants. Le problème des primes aussi, c'est que vous n'avez pas de retour, en fait. Donc, les pouvoirs publics mettent les 50 millions pour les primes, mais il n'y a pas de retour sur l'investissement pour les pouvoirs publics. Tandis qu'avec une banque publique, on prête massivement de l'argent, mais après, il y a des remboursements qui reviennent. Et donc, ça devient un système qui peut fonctionner aussi à long terme. D'accord. Donc, c'est ça qui a bien marché aussi en Allemagne. Et alors, ce qu'on a pu observer aussi, c'est qu'au moment où le gouvernement a mis en place des bons d'État, on voit qu'il y a des milliards qui sont rentrés. Et donc, on voit qu'il y a quand même pas mal de gens encore dans la population qui ont confiance encore dans l'État et dans les placements au niveau de l'État. Et donc, on pense que ça peut très bien fonctionner aussi avec la banque publique. Arrêtez-moi si je me trompe, mais ça a bien fonctionné la première fois qu'on a fait une levée de fonds, je dirais, parce qu'il y avait aussi des incitants fiscaux. Ça a beaucoup moins fonctionné la deuxième fois. Bon, déjà peut-être parce que finalement, ça avait ce côté, c'est la deuxième fois, mais aussi parce que les incitants fiscaux étaient quand même assez moins intéressants. Et du coup, est-ce que finalement, ça va avoir le même impact? Mais je pense que, vu les montants dont on a besoin pour la rénovation, vu les objectifs climatiques qu'on a et vu comment ça va aider les propriétaires au lieu de les sanctionner, je pense qu'il peut y avoir beaucoup d'enthousiasme pour qu'on fonctionne de cette manière-là. Est-ce que vous avez déjà calculé finalement le nombre d'années que ça pourrait mettre pour que cette banque, elle récupère finalement son investissement? Parce qu'on le disait tout à l'heure, une rénovation énergétique, c'est colossal en termes de montant. Par contre, sur la facture énergétique, ça va être quelques dizaines d'euros par mois, donc ça va quand même prendre un sacré bout de temps. On est d'accord que sur l'investissement, on n'est pas sur 26 années, on est sur beaucoup plus longtemps pour que cet investissement soit rentable pour cette banque publique. Pardon. Oui, mais donc on l'envisage effectivement à plus long terme, et donc si par exemple la personne revend finalement sa maison mais qu'elle n'a pas fini de rembourser les travaux, c'est le propriétaire suivant qui le prend en main. Et ils sont gagnants, puisque de toute façon, la valeur de la maison va augmenter du fait qu'elle est bien isolée. C'est sûr. Les factures d'énergie, de toute façon, auront baissé. Donc, je pense que tout le monde s'y retrouve
de toute façon à un moment donné. D'accord. Et dernière question vis-à-vis de cette banque, elle va se prendre des intérêts par rapport à ce placement. Il n'y a rien à faire. Chaque investissement mérite potentiellement un petit peu d'incentive. Ouais. Ce serait à quelle hauteur? Mais donc ça, c'est l'avantage aussi d'avoir une banque publique. Et on pense du coup que ça ne peut pas fonctionner avec des banques privées parce qu'elles, évidemment, vont chercher une rentabilité. Un souci de rentabilité, de profit à se faire, ce qu'une banque publique n'a pas. Donc on a fonctionné en Belgique pendant 150 ans avec des banques publiques où voilà, le petit épargnant avait 4% d'intérêt sur son compte épargne, ce qui est impossible aujourd'hui avec les banques privées entre parenthèses. Donc ça a déjà fonctionné pendant 150 ans de manière très efficace, donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas remettre une banque publique en place. D'ailleurs, elle existe, hein, elle s'appelle Belfius. D'accord. Mais le problème, c'est qu'elle est gérée comme une banque privée aujourd'hui. Mais donc voilà, ce n'est pas l'objectif d'une banque publique de faire de la rentabilité comme une banque privée. Et c'est justement pour ça qu'on pense que c'est important de passer par là, pour que le système fonctionne pour les rénovations. D'accord. Et par exemple, vous l'avez cité, du coup, Belfius, ce serait potentiellement un acteur qui pourrait participer à ce système. Il y a déjà des négociations qui ont été mises sur la table avec elle ça je ne sais pas, mais voilà, juste pour dire que ça existe, que c'est déjà dans les mains de l'État. D'accord, ok. Et dernière question à ce sujet-là, si les 4,5 millions de logements, donc ceux qui ont besoin d'être rénovés de toute urgence, se disent « Ok, moi je suis convaincue par ce système » et se disent toutes qu'elles veulent faire appel à plus ou moins au même moment à la rénovation, comment on priorise qui va bénéficier de ce financement, je dirais, en priorité par rapport à d'autres. Mais ça, c'est tout l'intérêt aussi que les pouvoirs publics planifient quartier par quartier. D'accord. Donc, idéalement, on devrait rénover 25 000 logements par an à Bruxelles si on veut atteindre les objectifs. Ouais. Jusqu'à présent, on est plutôt à 7000 chantiers par an. Donc, juste pour vous montrer le décalage aussi par rapport... Oui, pour même mettre à l'échelle de la Belgique, je crois que c'est 171 000 logements qui devraient être rénovés en Belgique. Voilà. Donc, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Mais donc, ça, c'est un peu au pouvoir public après à juger par quel quartier on commence et on échelonne comme ça au fur et à mesure au niveau de la région. Mais on pense que si on ne planifie pas correctement les travaux, alors on ne va pas y arriver. D'accord. Ok, super clair. Je me suis un peu du coup renseignée sur ce système du tiers payant qui est mis en place du coup en Allemagne. Les potentiels écueils qui ont été relevés, c'est finalement la lenteur et la complexité des procédures. Et pourtant, on parle de l'Allemagne, donc a priori, ils sont quand même assez organisés, mais aussi la dépendance financière du pouvoir public pour financer l'ensemble des projets et qui sont soumis à certaines fluctuations, je dirais, en fonction du changement notamment politique, etc. Est-ce que finalement vous avez déjà pris en considération ces potentiels écueils et quelles seraient les solutions que vous pourriez y apporter, en sachant que oui, on parle de l'Allemagne qui est quand même assez, on marche droit, on est organisé. En Belgique, on est un peu plus latin dans notre manière de fonctionner. J'ai peur que parfois ça puisse être encore plus, que les soucis qui se posent en Allemagne, ils sont encore décuplés en Belgique. C'est clair que c'est un gros défi, parce qu'effectivement, on n'est pas habitué à bien encadrer les choses et à planifier les travaux, etc. Mais je pense qu'on n'a pas le choix. Très clairement, le système de primes aujourd'hui, le plan Rénolution, ça n'avance pas du tout assez vite et ça pénalise les propriétaires. Donc il y en a beaucoup qui nous interpellent déjà. Oui, mais moi, si c'est comme ça, en fait, je vais juste devoir vendre ma maison et je vais partir. C'est pas ça qu'on veut. On veut garder un Bruxelles accessible à tous les ménages. Il y a des gens qui ont acheté des maisons depuis 30 ans, qui maintenant vont être dans des problèmes. Vous avez des personnes âgées aussi, qui sont propriétaires de leur maison depuis longtemps. Par exemple, pour faire un prêt éco-réno, vous devez le rembourser avant vos 70 ans. Donc, toutes ces personnes-là vont être pénalisées aussi. Ça ne va pas. Et donc, on ne peut pas être dans ce que nous, on appelle un système d'écologie punitive. On doit être dans un système d'écologie sociale. On veut vraiment aider les gens. C'est bon pour leur portefeuille et c'est bon aussi pour la planète parce qu'on doit avancer beaucoup plus vite dans les rénovations. Donc, je dirais qu'on n'a pas le choix. Il n'y a pas d'autre alternative devant nous que d'aller vers ce système de tiers payant, cette banque publique, et de faire des travaux par quartier. Ok. Super clair. Merci beaucoup. On peut peut-être passer à un deuxième pan finalement de votre programme qui est l'abordabilité du logement. On l'a abordé, c'est un vrai souci, notamment à Bruxelles, mais je pense aussi en Wallonie, que ce soit pour les locataires, mais aussi pour les aspirants propriétaires.
une des premières choses qui, moi, m'a personnellement marqué dans votre programme, c'est finalement qu'on reporte l'origine du problème sur les promoteurs. Alors, c'est vrai que nous, on a l'habitude de travailler avec pas mal de promoteurs, et je me disais, est-ce que c'est réellement ça l'origine du problème, ou il n'est pas un peu plus structurel, à savoir finalement une démographie qui est croissante, d'autant plus à Bruxelles, avec quand même pas mal d'expatriés, un changement de la forme de la famille, où il y a de plus en plus de familles monoparentales. On est de moins en moins dans une seule unité de logement. Il y a pas mal de personnes qui vivent seules ou avec un enfant. Est-ce que finalement, comment est-ce qu'on peut se dire que c'est juste finalement lié au fait que ce soit le marché privé qui détienne en tout cas qui ait certaines cartes en main pour le logement, et pas finalement aussi quelque chose de beaucoup plus structurel? Mais ce qu'on a pu observer dans plusieurs villes du monde, d'Europe, etc., c'est un peu quand même un certain phénomène de... il y a des sociétés avec du capital qui sont pas forcément des sociétés immobilières à la base, c'est des sociétés d'investissement qui sont derrière, avec notamment aussi des banques, etc., qui viennent quand même placer un certain capital au niveau des villes et dans la brique. Parce qu'ils ont une certaine garantie de rentabilité. Évidemment, tout le monde a besoin d'un toit au-dessus de sa tête. C'est un placement assez stable et assez régulier. Donc, c'est pas forcément celui qui rapporte le plus, mais en tout cas, il offre des garanties. Alors, le problème qu'on voit là-dedans, c'est que ce sont, depuis les années 80, certainement à Bruxelles, principalement quand même du logement privé qui se construit, alors qu'avant, on avait encore les pouvoirs publics qui intervenaient dans la production de logements publics. On avait encore quand même 1000 logements sociaux qui étaient produits chaque année à Bruxelles. Aujourd'hui, quand on arrive à 200, on est très content, mais ça ne suffit pas du tout par rapport aux besoins des gens. Et donc, il y a eu un shift quand même à un moment donné où la production de logements est principalement tombée dans les mains de la grosse promotion immobilière. Je ne parle pas des petites constructions, etc., mais vraiment les grands projets. Et le problème, c'est qu'on voit que c'est des appartements qui sont vendus parfois jusqu'à 500 000 €. Mais qui peut s'acheter ça aujourd'hui ? Oui, c'est difficile. C'est très compliqué. On a vu sur les terrains de Tour et Taxi, par exemple, donc au départ, il y avait des négociations pour qu'il y ait quand même du logement social ou du logement public entre les deux qui soit produit sur le terrain. Aujourd'hui, on voit que c'est pas ça qui a été produit. On voit que ce sont principalement des logements qui ne sont pas destinés en fait à la population aux alentours. Ils sont incapables de pouvoir vivre dans ces appartements. Ça ne répond pas aux besoins principaux des locataires dans notre région. Donc, c'est aussi, atypique en Belgique, on va dire, parce qu'on a 60% de locataires à Bruxelles, ce qui n'est pas le cas dans l'ensemble du pays où on a plutôt des propriétaires. C'est une ville hyper cosmopolite où il y a beaucoup de passages, et donc on a besoin de location. De toute façon, on ne va jamais arriver à stabiliser et à faire que tout le monde achète son logement à Bruxelles. La ville, c'est une ville cosmopolite, elle n'est pas conçue pour ça. Ce qu'on a pu voir aussi, c'est que les loyers augmentent globalement tous les 10 ans de 20% au-dessus de l'indexation. D'accord. Parce que, après que le bail s'arrête d'une durée de 3 ans, etc., on entend souvent, le propriétaire qui veut augmenter les loyers, parfois de 100, 150 € en une fois, pas forcément en ayant fait des travaux, d'ailleurs. Et donc, tous ces mécanismes participent à ce que les loyers ont explosé dans notre région. Et surtout, le problème principal, c'est qu'on a un décalage énorme maintenant entre l'évolution des loyers et l'évolution des revenus. Et donc, la capacité des ménages à pouvoir payer ces loyers élevés, la marge est très petite. Et donc, l'indexation des salaires, heureusement, on a encore ça en Belgique, l'indexation automatique des salaires, n'a pas du tout permis de suivre l'évolution des loyers. Et donc, vous avez aujourd'hui à Bruxelles énormément de ménages qui dépensent jusqu'à 40, 50, parfois 60% de leurs revenus pour payer le loyer. Mais alors, c'est tout votre quotidien qui est impacté. Oui, c'est vrai. Ça fait moins de loisirs, ça fait moins de vacances, ça fait des problèmes pour payer les soins de santé. Et donc, ça c'est le constat. Et cette situation s'empire de plus en plus. Et donc, il faut agir à ce niveau-là.
Mais est-ce que c'est finalement pas lié à un décalage justement entre l'offre et la demande? On va l'aborder à mon avis sûrement, mais c'est clairement aujourd'hui, que ce soit dans le logement social, on a une liste d'attente qui est à n'en plus finir. Je pense qu'on est à plus de 50 000 personnes qui sont en attente d'un logement social. Aujourd'hui, notamment lié à la crise du Covid, il y a eu beaucoup de permis d'urbanisme qui ont été mis en pause ou qui ont été postposés, qui ont pris beaucoup plus de temps. Et du coup, l'offre, elle est en décalage par rapport à la demande. Et finalement, est-ce que c'est pas cette inadéquation qui fait que un produit rare, il est clairement plus cher et du coup, on n'arriverait pas à résorber cette différence et mettre moins de tension sur les prix simplement en offrant davantage de logements à Bruxelles. Bon, le foncier disponible, est-ce qu'il est? Il va falloir trouver des alternatives, mais est-ce que c'est pas simplement une question d'offre et de demande et pas nécessairement sur un acteur de l'immobilier? C'est une vraie question, hein. On ne pense pas que c'est juste une question d'offre et de demande, parce qu'aujourd'hui, il existe plus de logements disponibles que de ménages. Donc la marge n'est pas énorme, mais en tout cas, c'est pas qu'il manque essentiellement de logements disponibles. Il y en a suffisamment normalement pour loger tout le monde. D'accord. Mais le problème, c'est qu'il manque de logements abordables. Ça, oui. Ce décalage, c'est fait d'autant plus important puisque depuis un an, les taux ont augmenté du coup, il y a plein de personnes qui pouvaient peut-être il y a un an s'offrir l'accès à la propriété qui aujourd'hui doivent un peu postposer leur projet, se dire d'abord on rééconomise encore un petit peu avant de pouvoir acheter. Donc il y a eu en un coup un gros pic de personnes qui devaient quitter le marché locatif et qui finalement y restent encore pour un petit temps. Ça c'est possible, mais ce qu'on voit surtout c'est que c'est surtout au niveau des logements avec les loyers les moins chers qu'on trouve sur le marché actuel qu'il y a les plus longues files d'attente pour les visiter. Et donc voilà, pour nous, ça confirme vraiment que c'est la question du loyer en tant que tel et la question du manque de logements abordables qui est fondamentale. Et donc, on ne dit pas qu'il ne faut plus construire. On dit qu'il faut construire. Mais la question, c'est quel type de logement on va construire encore pour répondre aux besoins de la population. Parce que vous avez dit très justement, il y a 56 000 familles sur la liste d'attente pour avoir un logement social. Mais il faut savoir que la moitié des ménages à Bruxelles rentrent dans les critères pour avoir un logement social. Et donc, les 56 000, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Idéalement, bon, ça, on va pas y arriver, évidemment, d'avoir 300 000 logements sociaux tout d'un coup à Bruxelles pour répondre aux besoins de tous les ménages. Mais on voit quand même que sur ce pan-là du logement, il va falloir beaucoup plus construire de logements sociaux parce qu'en plus, le bâti du logement social, donc il y a eu du désinvestissement énorme aussi les dernières années par les gouvernements successifs et donc ils sont en très mauvais état. Et il y en a certains, on ne sait même plus les rénover, il faut carrément les abattre. Ils sont vides, non? Oui, donc il y en a toujours aussi 5 000 vides constamment. Donc on n'a que 40 000 logements sociaux à Bruxelles. D'accord. Donc c'est 7% du logement dans une capitale comme Bruxelles, qui est quand même une des capitales les plus riches d'Europe. On a quand même des questions à se poser sur comment ça se fait qu'on n'est pas capable de pouvoir fournir du logement public de qualité à sa population. À Vienne, je prends toujours cet exemple-là, mais je veux dire juste pour dire que c'est pas impossible, il y a 60% des locataires qui sont dans du logement public. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a cantonné les plus précaires dans le logement social, et on peut évidemment pas leur demander un loyer élevé, ça, fort heureusement ils sont protégés, mais ce qui fait qu'on manque de rentrée aussi au niveau des pouvoirs publics pour pouvoir entretenir, construire encore pour l'avenir, quoi. Et donc dans ce sens-là, pour revenir peut-être sur les promoteurs immobiliers, nous on veut travailler avec eux. Oui, parce que le public ne sera de toute façon pas. On n'a pas on n'a pas de société publique qui construit du logement. Ça n'existe pas aujourd'hui. Donc, on doit travailler avec la promotion immobilière, mais on veut vraiment pouvoir négocier avec eux qu'on va construire du logement social aussi, ensemble. Je prends un exemple qu'on remarque ces dernières semaines, ces derniers mois. Il y a de plus en plus de promoteurs immobiliers, soit qui sont dans des énormes difficultés financières, mais aussi qui se désinvestissent, qui disent, mais en fait, on ne vient plus construire à Bruxelles. On ne va plus construire dans certaines zones de la Belgique parce que finalement le prix de sortie ne permet plus de couvrir leurs frais et puis de se faire la petite marge, petite ou grande marge, ça dépendra de chaque promoteur, on va dire, mais de couvrir leurs frais et cette marge pour avoir quand même pris un risque et avoir travaillé. Il y a quand même toute une équipe à payer, évidemment. Et il y a une démission finalement généralisée des promoteurs immobiliers, ce qui fait que, oui, en termes de logement, bon,
là, vous le dites, il y a pas nécessairement un manque de logement, mais plutôt un manque de logement abordable. Mais si on veut couvrir la croissance démographique et finalement cette nouvelle structure de la population, il va falloir construire. Mais si on n'est pas aidé par les promoteurs immobiliers, on n'y arrivera pas. Ah oui, on a besoin d'eux, très clairement. Mais bon, après, il y a promoteurs et promoteurs. Hein. Bien sûr. Moi, le problème que j'ai énoncé ici, c'est surtout au niveau des gros capitaux et des grosses sociétés d'investissement qui ont quand même pas mal de projets sur notre région. Et je pense que Bruxelles reste attractive, donc c'est quand même la capitale de l'Europe. Il y a au niveau du patrimoine, on a plein de choses à pouvoir montrer aux gens. Donc voilà, à mon sens, ils vont rester investir. Je vois pas pourquoi ils partiraient. Donc, et quand on va dans une ville comme Paris, où il y a quand même des mesures contraignantes qui ont été mises en place au niveau de l'immobilier, on peut peut-être y revenir après, ça n'a pas fait fuir les investisseurs. Ils sont toujours là. Et ils contribuent. Mais pourtant, à Paris, les loyers et les prix de l'immobilier sont dantesques. Oui. Et là, finalement, en Belgique, vous le disiez, on est quand même assez protégé. Je pense que j'ai lu une étude de Deloitte, je la ressors de temps en temps sur ce podcast, mais la Belgique est premier pays d'Europe en termes d'abordabilité du logement. Pourtant, on sait que ça reste compliqué. Pour être une personne seule qui vit dans son logement, c'est une part assez importante de mon salaire qui part chaque mois dans le remboursement de mon crédit. Mais malgré tout, on est le pays qui, au niveau revenu du Belge versus ce qu'il paye pour son loyer ou pour son crédit, on est numéro 1 par rapport à la France, qui, elle, traîne la patte. Alors oui, effectivement, il y a peut-être certaines solutions qui ont été mises en France, mais malgré tout, on reste à bien mieux loti, c'est le bon mot finalement, que la ville parisienne, par exemple. Alors, c'est possible, mais on voit quand même qu'il y a une évolution, il y a un glissement assez inquiétant pour le moment. Donc, même dans votre situation, vous dites que ça devient compliqué quand même pour à la fois payer loyer ou propriété, etc., et par rapport à vos revenus. Et cette situation est en train de s'accentuer. Donc, ce raccrochage entre l'évolution des loyers, des prix de l'immobilier et l'évolution des revenus n'est pas en train de se faire. Donc on est en train de continuer d'augmenter le gap. C'est ça. Et donc inévitablement on va arriver à une situation où ce sera pire que maintenant si on n'intervient pas. Et c'est pour ça que nous on plaide vraiment pour que il y ait une intervention au niveau des loyers, qu'il y ait un contrôle des loyers. Donc aujourd'hui il n'y a aucune règle qui existe pour établir les loyers dans notre région, dans le pays. Quand vous dites contrôle, c'est du coup un plafonnement. C'est un plafonnement, mais en fonction évidemment de la qualité du logement. Hein. Donc c'est pas dire voilà maintenant on met tous les prix au même niveau, etc. Évidemment, donc c'est pas du tout ça. Mais c'est une manière quand même de redonner un peu d'oxygène aux locataires. On a quand même aussi pas mal de retours de petits propriétaires qui nous disent bah oui moi je demande un peu moins que les prix affolants qu'on voit aujourd'hui sur le marché privé. Et en fait ça m'arrange parce que mon locataire du coup il reste. Oui, le vide locatif, sinon c'est aussi un problème. Oui. Et alors, c'est chaque fois remettre un coup de peinture parce qu'il y a le locataire suivant qui arrive, etc. Et en fait, il y en a qui nous disent, moi, ça me revient plus cher, donc je préfère baisser un peu mon loyer. Bien sûr. Mon locataire reste plus longtemps. Il a du coup de l'argent pour entretenir aussi le logement correctement. Et donc, on pense que c'est bénéfique en fait pour tout le monde. Alors, ça peut paraître comme ça inquiétant. Mais on pense qu'à long terme, c'est bénéfique pour tout le monde, à la fois pour les locataires qui auront de meilleurs moyens pour payer aussi leur loyer, parce que bon, ce qu'on voit beaucoup aussi, par exemple, au niveau des expulsions, c'est qu'ils sont principalement dus à des arriérés de loyer. Mais c'est pas que les gens ne veulent pas payer leur loyer, c'est qu'ils ne sont plus capables de le payer. Et donc, on doit résoudre ça. Et quand on voit qu'il y a eu, donc tous les 10 ans, il y a 20% d'augmentation au-dessus de l'indexation, on pense que c'est important quand même d'intervenir dans un certain contrôle des loyers et ça va être bénéfique pour les propriétaires aussi. Est-ce que finalement barémer le loyer sans contrôler les prix de vente, est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est possible ou est-ce que ça va pas juste faire fuir les propriétaires en se disant ben là finalement l'immobilier il est plus rentable du tout, alors je vais préférer mettre mon argent dans la bourse, dans les bitcoins, etc. Et ça va pas aider non plus la crise de logement qu'on connaît aujourd'hui. Mais donc
très clairement, les prix acquisitifs sont... Enfin voilà, un jeune ménage, même quand il travaille à 2, aujourd'hui à Bruxelles, le prix moyen est à 585 000 €, je pense. C'est juste pas possible. Donc il y a effectivement un problème au niveau des banques qui hésitent de plus en plus aussi à prêter de l'argent, même si vous avez de revenus. Et sûrement pour les petits indépendants, ça c'est ce qu'on entend le plus comme problème, c'est que les banques n'osent pas prêter d'argent aux petits indépendants. Trop de risques. Pas de garantie suffisante, etc. Et donc là, on a quand même aussi plusieurs propositions pour aider les gens à acheter un bien. La première, c'est que, de nouveau avec la banque publique qu'on veut mettre en place, on veut permettre justement de pouvoir faire des emprunts à des taux corrects pour les gens, contrairement avec le privé aujourd'hui où les taux remontent effectivement. Il y a toute la question aussi des droits d'enregistrement. Des frais de notaire qui pèsent quand même aussi quand vous achetez un appartement ou une maison. Donc là, on veut les réduire pour certainement les gens qui achètent leur premier bien. Les réduire plus que d'habitude, enfin plus qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on est à 200 000 €, enfin un abattement des droits d'enregistrement jusqu'à hauteur de 200 000 €. L'idée, ce serait d'augmenter jusqu'à combien ? Alors, mais c'était pas mentionné dans le programme, du coup je me posais la question. On n'a pas mis les montants exacts, non, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on veut encore réduire par rapport à aujourd'hui, mais on veut aussi rendre ce système progressif, c'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui fait des gros investissements, qui a les moyens, etc., on va compenser avec des droits d'enregistrement alors plus importants au niveau des multi-bailleurs ou de la grosse promotion immobilière, comparé aux petits propriétaires qui veulent acheter leurs biens et qui n'ont pas les moyens aujourd'hui. Comme ça permet de compenser, parce que c'est quand même des rentrées aussi pour les pouvoirs publics, faut pas l'oublier. Donc voilà, d'avoir une manière plus juste. On veut aussi intervenir au niveau du précompte immobilier, parce qu'on a vu ces derniers temps dans des communes où les petits propriétaires sont devenus de véritables vaches à lait, les communes sont dans une situation financière dans le rouge, et donc elles cherchent des moyens pour avoir de l'argent. Le problème, c'est que ça se rabat sur les petits propriétaires avec le précompte immobilier qui a flambé. Les centimes additionnels qui ne sont plus du tout des centimes. Voilà. Donc, et donc là aussi, on veut rendre le système plus progressif de nouveau avec... Mais on est d'accord que tout ça, c'est des mesures plutôt pour aider les propriétaires à acheter. On ne s'adresse pas du tout à ce propriétaire bailleur. Tout à fait. Coup, si finalement on met autant de contraintes sur les épaules du propriétaire bailleur, est-ce qu'un jour il va pas de nouveau, un peu comme le promoteur pourrait se dire la même chose, là ça devient vraiment trop compliqué de développer à Bruxelles, je m'en vais, ou le propriétaire il va se dire moratoire hivernal, barèmement, plafonnement de mon loyer, etc. Qu'est-ce qu'on fait globalement si ce propriétaire il part de manière massive, et c'est ce qu'on a vu cette dernière année, c'est finalement il y a de moins en moins de propriétaires bailleurs, et du coup de nouveau ça crée ce décalage entre l'offre et la demande. Mais je pense que, moi, des retours que j'ai, en tout cas, je parle des petits propriétaires bailleurs, parce qu'on fait une distinction, évidemment, entre quelqu'un qui loue 1, 2, 3 biens, et quelqu'un qui en a 20, 50 ou 100. Là, on est dans une autre catégorie qui est vraiment de l'investissement. Pour ça devient un revenu presque professionnel à ce moment-là. C'est ça. Le souci qu'on a de ce côté-là, c'est que à partir du moment où le logement est considéré comme quelque chose qui doit devenir rentable et pouvoir faire du profit, etc., et donc avec une tendance à vouloir avoir les loyers les plus élevés possibles, on rentre en contradiction avec le droit au logement à un moment donné, puisque alors les gens ont de plus en plus de difficultés à payer leur loyer. Ce qui est différent, évidemment, pour un propriétaire qui a 1, 2 ou 3 biens en location. Souvent, il y a même des gens qui habitent dans le rez-de-chaussée et qui ont 3 logements en location au-dessus de leur maison. Pour avoir discuté avec des propriétaires qui sont dans ces cas-là, on a fait des calculs avec notre proposition de grille des loyers. Ce sont déjà des gens qui, globalement, demandent, en fait, des prix plus bas que sur le marché à l'heure actuelle quand vous cherchez un appartement 2 chambres. Maintenant, on s'en sort plus en dessous de 1 200 €. Oui. C'est clairement les chiffres. C'est beaucoup pour les gens. Je veux dire, quand vous gagnez 2 000 €, même à 2, si vous devez payer 1 200 € de loyer, ça fait déjà quand même un gros morceau dans vos revenus. Si vous avez des enfants, c'est compliqué. Pour trouver aussi l'espace nécessaire pour pouvoir vivre correctement, parce qu'on a tendance à nous pousser à vivre dans des logements de plus en plus petits aussi. C'est pour ça que je dis, moi, ça m'inquiète quand même, parce qu'on voit quand même une évolution vers Paris, dans des logements petits,
de plus en plus cher. Mais parce que ça répond aussi peut-être... j'ai pas lu l'article en entier, mais finalement, c'était une analyse de la Libre qui disait que finalement, cette structure familiale qui se retrouve de plus en plus à Bruxelles, où on est de moins en moins dans une unité de logement, ça change complètement la manière de concevoir l'habitation à Bruxelles. Et d'ailleurs, aujourd'hui, sur un projet immobilier, on va dire que c'est surtout les grosses unités qui mettent du temps à se vendre. Oui, mais qu'est-ce qui fait que ça met du temps à se vendre? Probablement le prix. Mais je veux dire, les gens ont envie de vivre quand même dans un espace vivable. Donc, mais bien sûr, mais moi, si je pouvais avoir un 4 chambres pour moi toute seule, je le voudrais. Oui, voilà. Et donc, je veux dire, c'est par contrainte économique maintenant qu'on est de plus en plus poussé à vivre dans des petits appartements. C'est pas forcément un choix. Je pense que les gens... Mais est-ce que j'en aurais besoin? Non, en vivant toute seule, j'ai pas besoin d'avoir un 4 chambres non plus. Non, mais à partir du moment où vous avez quand même 2 enfants... Et alors, la problématique, c'est qu'à Bruxelles, les familles qui ont 3 enfants, 4 enfants, c'est l'enfer. Hein. Pour trouver... c'est l'enfer, pour trouver à se loger. Et donc, on se retrouve avec des familles... Enfin, moi, il y en a de plus en plus qui me disent... Ça, comparé, par exemple, à il y a 5 à 10 ans, je l'entends beaucoup plus aujourd'hui... et c'est problématique aussi pour les propriétaires bailleurs d'ailleurs. Quand vous avez une famille où vous devez mettre 4 enfants dans une seule chambre, ou que les parents doivent dormir dans le salon parce que ils n'ont pas les moyens de se payer un appartement plus élevé, c'est pas bien. On est d'accord. Je veux dire, pour la salubrité du logement, pour l'entretien du logement, c'est pas bien non plus pour les propriétaires. Et donc, on ne peut pas se diriger vers des situations comme ça. Et c'est pour ça que j'insiste que... Donc, on ne veut pas mettre à mal les petits propriétaires avec notre grille des loyers. Quand vous avez évidemment encore votre prêt à payer, vous êtes dans une situation avec un petit peu moins de marge, ça c'est clair, mais à partir du moment où le prêt est financé, parce que à un moment donné vous avez quand même votre maison dans les mains, les loyers qui sont demandés conviennent tout à fait pour l'entretien, les travaux qu'il y a à faire, etc. Et ils se font encore une marge bénéficiaire par rapport à ça. Donc c'est pas... lorsque le crédit est remboursé. Oui, mais alors vous avez des propriétaires qui ne sont pas bailleurs, qui payent tout le crédit à eux. Donc je veux dire, on réfléchit aussi à pourquoi est-ce que ce serait le locataire qui devrait payer l'entièreté du prêt. Quand vous avez par exemple un propriétaire qui habite sa maison et qui loue des appartements au-dessus de lui, c'est logique qu'il contribue quand même aussi à payer en partie son prêt. Et donc voilà, on ne met pas à mal les propriétaires avec notre mesure sur la grille des loyers. S'il y a des propriétaires qui ont des trop faibles revenus, etc., on veut aussi prendre des mesures pour les protéger si le loyer baisse de trop à un moment donné. Donc je veux dire, on n'est pas non plus des gens qui veulent mettre à mal les petits propriétaires. On n'est pas en train d'attaquer le droit à la propriété non plus. Donc vous restez propriétaire, vous avez des loyers qui rentrent comme avant. On veut juste revenir à une situation un peu plus raisonnable que ce qu'on connaît aujourd'hui. Et on pense que c'est bénéfique pour tout le monde. Par rapport à, finalement, parce qu'il y a aussi aujourd'hui déjà par exemple le site loyer.brussels qui permet de donner une indication du loyer de référence. Vous vous situez comment par rapport à ces indications? On serait dans ces gammes-là, on serait en dessous, on serait en dessus, juste pour essayer de comprendre finalement comment vous visualisez ce plafonnement. Donc ce qu'on envisage quand même, étant donné, je répète, que tous les 10 ans, il y a 20% d'augmentation au-dessus de l'indexation, on voudrait quand même revenir en dessous aussi des prix qui sont affichés actuellement sur le site. Donc parce que le gouvernement bruxellois a révisé cette grille des loyers. Pas depuis 2021. Non, mais donc il y a eu en tout cas un système d'indexation qui a été mis en place et la méthodologie a changé aussi. C'est vrai qu'il a été par rapport à au moment où il a été créé, on voit qu'il est beaucoup plus pertinent. Là où avant c'était toute une commune, maintenant c'est vraiment par quartier. Donc on sait bien que, je prends un exemple de XL, il y a des quartiers qui sont clairement plus huppé et du coup plus recherché que d'autres à XL, et ça fonctionne dans n'importe quelle commune. Là on voit vraiment qu'il y a une adaptation de ce loyer, aussi basée sur la performance énergétique du bien, sur le nombre de chambres, la qualité des finitions, etc. Donc on voit vraiment que cette grille elle est en train d'évoluer. Mais vous trouvez qu'elle n'est pas suffisante? Ça c'est sur la méthodologie, donc elle s'affine pour... Notre problème avec la proposition du gouvernement, je vais être tout à fait honnête, c'est que ils veulent en faire une photographie du marché actuel. L'aspect d'avoir juste une photographie du marché actuel, ça ne va pas aider les locataires, puisque ça veut dire que les prix qui sont maintenant vont être... C'est juste un référencement. Voilà, vont continuer à être appliqués. Nous, on veut quand même descendre en dessous des prix actuels.
justement pour donner de l'oxygène aux locataires, mais sans mettre à mal non plus les propriétaires. Cette évolution du loyer, elle n'est pas aussi proportionnée à finalement l'évolution des prix d'achat et de revente. Oui, mais donc à un moment donné, il faut agir. Les deux sont liés. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Les deux sont liés. Mais donc à un moment donné, il faut agir sur l'un ou l'autre pour qu'il y ait un effet sur l'autre aussi. Mais est-ce que finalement agir sur le loyer, c'est pas agir sur les symptômes et pas sur la cause du problème finalement qui est je reprends l'exemple du propriétaire qui doit rembourser son crédit. Si le loyer il est plus suffisant, il va juste dire alors soit je le remets en vente, soit j'y habite, mais clairement je le mets plus sur le marché. C'est pour ça qu'on veut aussi avoir les mesures en parallèle de la banque publique qui puisse faire un prêt qui soit accessible, le fait de diminuer le précompte immobilier, le droit d'enregistrement, etc. Donc, c'est quand même toute une série de frais qui vont diminuer. Mais qui serait pour le propriétaire acquéreur, celui qui vit dans le bien. Oui. Ou même le propriétaire qui va après louer un appartement dans sa maison. Ça pourrait s'adresser quand même à cette personne. Hein. D'accord. Okay. Vous souhaitez aussi étendre finalement le moratoire hivernal, donc qui est une période sur laquelle le propriétaire ne peut pas expulser son locataire, parce que finalement ça correspond à une période assez pénible en Belgique, qui sont, je pense, du mois de novembre jusqu'à mars, c'est ça ? C'est ça. Pour éviter finalement que des personnes se retrouvent dans la rue aux périodes les plus froides de la Belgique, et vous souhaitez l'étendre sur l'ensemble de l'année, simplement, finalement, que le propriétaire n'ait plus la possibilité d'expulser son locataire. Qu'est-ce qui se passe quand quand le propriétaire se retrouve du coup en défaut de paiement et il se retrouve aussi potentiellement parce qu'on parlait très justement du fait que le locataire, s'il est en défaut de paiement, c'est simplement parfois parce qu'il a la corde au cou et il ne sait plus payer son loyer. Mais concrètement, le propriétaire, parfois, il ne sait plus alors rembourser son crédit. Comment est-ce qu'on jauge finalement cette balance entre locataire et propriétaire et finalement cette incapacité qu'aura le propriétaire de mettre dehors un locataire qui ne répond pas à l'engagement qu'il avait poser simplement. Mais c'est pour ça que y a un fonds de garantie qui est mis en place, et donc évidemment on ne va pas pénaliser le propriétaire. Mais d'abord c'est l'aspect aussi qu'on doit quand même envisager une société où il y a personne qui doit vivre dans la rue. Donc, on est d'accord. Le sans-abrisme, c'est un fléau et personne ne voudrait... Bon, ça, c'est la pointe de l'iceberg aussi des problèmes de logement qu'on a dans notre région, c'est qu'on a de plus en plus de personnes sans-abri dans les rues. Et donc, c'est le phénomène visible. Hein. C'est vraiment la pointe de l'iceberg de la précarité qui augmente, du fait qu'on n'arrive plus à trouver de quoi se loger décemment, etc. Et donc, on doit vraiment envisager une société où on ne peut plus avoir des gens qui dorment dans la rue. Mais on ne veut pas évidemment pénaliser les propriétaires non plus, et donc c'est pour ça qu'il y a un fonds qui est alimenté pour le moment avec des amendes notamment sur l'insalubrité, etc., mais qui permet justement de combler les arriérés de loyer alors que le propriétaire ne toucherait pas pendant cette période. Donc lui ne serait pas lésé. Maintenant, en parallèle, c'est pour ça qu'on insiste tellement aussi de produire du logement abordable, parce que ces personnes qui ont vraiment du mal à pouvoir payer des loyers, elles doivent plutôt se trouver alors dans la catégorie du logement public, pour pouvoir avoir des loyers abordables et pour avoir une sécurité avec un toit au-dessus de sa tête. Et on comprend aussi les difficultés des propriétaires parfois par rapport aux locataires qu'ils ont. Mais donc on doit agir sur différents tableaux pour que chacun s'y retrouve. Parce qu'aujourd'hui, finalement, ces indemnités, elles existent déjà, mais je pense que c'est très difficile de les activer. Enfin, je pense qu'un propriétaire, avant qu'il puisse effectivement être indemnisé sur un locataire qui n'a pas payé, c'est des années de combat, de juges. On sait que la justice en Belgique, elle est assez lente, donc finalement, ça peut le mettre aussi dans des très grosses difficultés. Mais ici, à partir du moment où vous mettez un cadre réglementaire que s'il y a moratoire, vous ne pouvez pas expulser votre locataire, vous avez d'office droit à ces arriérés à combler les arriérés de loyer. Ça va pas créer une déresponsabilisation du locataire finalement en se disant mon propriétaire il sera de toute façon indemnisé, donc je peux d'une certaine manière me dire je ne paye plus mon loyer. Non, on ne pense pas. Donc la réalité des locataires, c'est vraiment une incapacité à pouvoir payer les loyers. Après, vous savez, il y a toujours des cas particuliers, complexité, etc. Mais la majorité des gens veulent payer leur loyer. Donc c'est comme la majorité des gens payent leurs courses au magasin, même s'ils trouvent ça trop cher. Enfin, je veux dire,
Voilà, ne prenons pas l'exemple de quelques minorités quand la majorité, le problème fondamental qu'ils ont surtout, c'est leur incapacité à pouvoir payer un loyer, parce qu'il y a aussi énormément de discrimination. Donc on doit s'attaquer à tous ces phénomènes-là, parce que ce sont des gens qui sont capables de payer leur loyer. Donc pourquoi d'emblée les refuser? Enfin, je veux dire, on part avec des a priori énormes. Oui, tout à fait. Mais peut-être de nouveau parce qu'il y a cette inquiétude qui pèse sur les épaules du propriétaire. Il se dit, face à deux profils de locataires, je vais, d'une certaine manière, vu que je vais avoir de plus en plus de difficultés à potentiellement mettre mon locataire dehors en cas de défaut de paiement, etc., je vais choisir celui qui a le moins de risques. Et on est d'accord que c'est basé sur des stéréotypes, mais celui qui a le moins de risques de me faire un défaut de paiement ou de me lâcher du jour au lendemain ou de se faire virer ou de détruire mon logement et que sais-je. Et on est d'accord que c'est des préjugés qui ne devraient pas avoir lieu et qui mettent à mal un certain profil de locataire, mais on peut aussi comprendre finalement la réalité du bailleur qui a besoin, qui pourrait aussi être dans une situation très compliquée si son locataire venait à décider de ne plus payer. Mais on en revient au problème fondamental. C'est le serpent qui se mord la queue. Il manque de logements abordables, il manque de logements publics pour toute une série de catégories de gens, effectivement, qui ont des soucis pour payer un loyer sur le marché privé. Mais voilà, il y a une situation avec, je le disais, la moitié des ménages à Bruxelles qui rentrent dans les critères pour avoir un logement social. Donc, je veux dire, on ne peut pas faire l'économie d'intervenir sur le marché privé non plus. Pour toutes ces familles-là, parce qu'on va pas construire 50 000 logements sociaux du jour au lendemain. Non, ça ne va pas être possible, on est d'accord. A priori, ça risque d'être compliqué. Et donc, on ne peut pas non plus avoir un... Donc, chaque année, il y a 40 000 familles qui quittent Bruxelles. Ok. Donc, là, un des éléments principaux, c'est pas le seul, mais c'est la question du logement. Trop cher. Et donc, les gens ne vont jamais très loin. Soit ils vont juste en périphérie, quoique maintenant, ils vont quand même plus loin, ils vont jusqu'à Charleroi, etc. Mais c'est des gens qui continuent à travailler à Bruxelles. Et donc, ça crée des nafteurs supplémentaires, avec la double peine, parce qu'ils veulent nous mettre la taxe kilométrique en plus, etc. Tout ça, ça ne va pas. D'un point de vue écologique, ça ne va pas non plus. Le défi climatique, c'est aussi de faire vivre les gens en ville. C'est la meilleure manière d'être écologique. En ville, vous pouvez avoir des logements qui sont moins énergivores, vous pouvez avoir les transports en commun pour vous déplacer d'une autre manière, etc. Donc, c'est écologique de vivre en ville. Mais pour ça, on doit garder la ville abordable, on doit garder Bruxelles payable pour toutes les familles qui sont ici. Et donc, on en revient à toujours au même problème que, oui, on va devoir agir sur le marché privé, il n'y a rien à faire, parce qu'on manque grandement de logements publics dans notre région, et donc il va falloir du temps évidemment pour. Et du coup, c'est quoi les actions que vous proposez justement pour créer ces logements à faible, enfin plus abordables, plus de logements sociaux aussi, ça fait partie de vos mesures. Et des beaux logements sociaux, j'insiste, parce que. Ok, du coup, comment est-ce que finalement on arrive à résorber cette parce que ça fait partie aussi de votre programme, c'est d'augmenter le nombre de ménages qui auraient droit à un logement social. Oui. Donc, on est face à 56 000 personnes qui sont sur une liste d'attente par manque de logement social. Oui. On aimerait bien rehausser ce nombre de ménages, donc avoir encore potentiellement une plus grande file d'attente. Comment est-ce qu'on leur offre ces logements selon vous ? Alors, un des premiers mécanismes, en tout cas, qu'on veut mettre en place, c'est que, parce qu'on parlait du foncier, parce que ça c'est la base, je veux dire, quand on voit à Vienne... Oui, le foncier, donc le sol. Le sol, oui. Donc, ça c'est la base, évidemment, pour construire. Donc, évidemment, si les pouvoirs publics ont encore des terrains publics dans les mains, donc on parle beaucoup encore de la friche. Encore à Bruxelles, beaucoup? Oui, tout à fait. Donc, il y a le journal Apache qui a fait une étude et qui a recensé 1 million de mètres carrés encore de terrains publics, tout confondu, je parle région, commune, et de bâtiments publics vides aussi. À Bruxelles ? À Bruxelles. D'accord. Donc, on a encore de la place, contrairement à ce que beaucoup disent. On ne parle pas de parcs ou des choses comme ça, on parle de friches. Non, histoire qu'on ne rende pas Bruxelles une ville béton. Non, absolument. Non, on a besoin d'espaces verts aussi, clairement. Mais on a encore des espaces où on peut bâtir. Mais le problème, c'est que nous, on estime que sur ces terrains-là, on devrait construire du 100% public. Alors, une partie de logements sociaux, une partie de logements modérés et moyens, comme ils les appellent, donc logements publics, donc qui ne rentrent pas dans la catégorie logement social, qui sont destinés plus à la classe moyenne, on va dire. Parce que sinon, on arriverait sur un système de ghetto social, j'imagine que c'est pas l'objectif non plus. C'est pas du tout l'objectif. On voit que ça ne fonctionne pas.
Donc c'est la manière dont on a construit le logement social il y a des années, depuis des années. Et on a effectivement créé des ghettos. Et aujourd'hui, on voit que ça ne fonctionne pas. Ça donne une très mauvaise image aussi, évidemment, du logement social, parce qu'en plus, on a désinvesti. Il est en mauvais état, il est insalubre. Et donc, il y a les problèmes sociaux aussi qui sont concentrés. Donc, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais donc, on doit avoir effectivement une certaine mixité, mais on insiste quand même pour produire du 100% public dessus. On veut aussi prévoir une partie de logements publics qui sont construits et qui sont destinés à la vente. Donc le public resterait propriétaire du terrain sur lequel viendraient s'ériger des buildings avec une partie de logement social potentiellement conventionné et du logement classique, on va dire. Ok, d'accord. Et bête question, mais finalement, le promoteur, en voulant faire ses marges, toujours, est-ce que ça va pas... Imaginons, j'ai un immeuble avec 100 unités. Il y a 20, voire vous essayez de prôner pour 30% de logements à ça, c'est pour les projets qui restent privés, on va dire. D'accord. Finalement, pour retrouver sa marge et pour pouvoir réussir à simplement ériger le projet, est-ce qu'il ne va pas reporter cette différence de prix qui va se trouver dans les logements vendus moins cher sur le reste des bâtiments? Et finalement, ça va aussi pénaliser la classe moyenne qui, certes, pouvait se permettre d'acheter un bien, mais va voir encore son prix augmenter simplement parce qu'il doit compenser par rapport aux biens qui seront, eux, vendus moins cher. C'est pas un risque, finalement? Ça peut être un risque, mais de nouveau, c'est pour ça aussi qu'on veut construire des maisons publiques destinées à la vente aussi pour toutes ces personnes-là, avoir du logement locatif modéré, moyen pour toutes ces personnes-là aussi. Voilà, mais il y a tellement de besoins dans notre région. Donc, soit on est dans une logique où on va faire du remplacement de population, soit on est dans une logique où on trouve des solutions pour que les gens puissent rester habités à Bruxelles, toutes catégories confondues, parce qu'effectivement, la classe moyenne a aussi du mal. Oui, donc c'est toute une partie qui part aussi parce qu'elle n'arrive plus à acheter à Bruxelles, etc. Et donc on doit trouver des solutions pour toutes ces personnes. Et c'est pas en produisant du logement à 500 000 euros l'appartement qu'on va leur donner des solutions. J'ai peut-être une petite dernière question pour vous, finalement. Un des slogans du PTB, c'est « Tax the Rich ». Quelles sont finalement la taxe immobilière ou liée au logement que vous trouvez la plus injuste et que vous aimeriez, vous, abroger? Complètement abrogé. Comme je le disais tout à l'heure, limité, ça peut être limité. Surtout sur le précompte immobilier, on est vraiment pour aider les petits propriétaires et la diminuer fortement, parce que c'est celle qui a augmenté le plus ces derniers temps et de manière injuste. Et la rendre plus progressive. Donc, de nouveau, celui qui a en location 50, 100 logements, lui, on globaliserait, en fait, si vous voulez, on a plutôt une vision de globaliser l'ensemble des revenus pour voir la manière dont on taxerait au niveau du précompte immobilier. Donc, c'est finalement en fonction du statut du propriétaire. Si c'est finalement une propriété où on habite, là, le précompte immobilier il serait beaucoup plus réduit. Oui. Si c'est un bien mis en location, là, il est déjà un peu plus élevé. Et si le propriétaire a une panoplie de biens en location, là, il serait beaucoup plus important. D'accord. Ok. J'ai l'impression d'avoir fait le tour. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Qu'on est devant de grands défis dans notre région et comme je le disais, on veut garder une ville accessible pour tout le monde, payable et on ne veut pas arriver à des situations catastrophiques ou encore aggraver la situation aujourd'hui. Donc je veux dire, je pense que pour le bien de tout le monde, oui, on veut vivre dans une ville où chacun a un toit au-dessus de la tête, où on peut vivre en sécurité, où on rentre chez soi le soir, où on peut décompresser du travail, etc. Je pense que c'est un droit fondamental pour tout le monde et on n'est pas en train d'aller dans cette direction aujourd'hui. Je le disais, la pointe de l'iceberg, c'est le nombre d'SDF qui augmente dans nos rues. Ces personnes ont droit à la dignité humaine. Et donc il faut arrêter maintenant toute la logique qui pousse les gens à la rue et on doit trouver des solutions sociales pour le droit au logement. D'accord. Un tout grand merci Françoise. Merci à vous. Courage pour la dernière ligne droite avant les élections. Merci. Et c'était passionnant. Merci beaucoup. Merci à bientôt. Au revoir.